bienvenue dans ce live, dans ce récapitulatif en live de NXT et de AEW Dynamite de la semaine passée. J'espère que tout va bien, parce que j'ai bougé le micro, j'ai bougé la caméra, j'ai tout bougé, donc j'ai dû tout remettre. J'espère que j'ai bien tout remis, ça me semble en ordre. Écoutez, ça me semble en ordre. Deux très bons shows, avant de commencer à critiquer, deux très bons shows, mais vous allez voir, on va parler petit à petit. J'ai un sentiment mitigé sur Dynamite, alors que c'est l'un des meilleurs shows qu'on a eu pour moi depuis le début de l'année, mais vous allez voir, j'ai quelques problèmes qui sont d'ordre... On parlera de Dynamite dans la deuxième partie de ce live de toute façon, donc je devrais commencer par parler de NXT. Vous savez comment ça marche, si vous avez envie de mettre vos messages en avant, vous pouvez en utilisant la fonction qui se trouve sous le chat pour 500 cloches. Et The Femelle a pris un abonnement pour 2 mois. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil, c'est chouette de commencer un live par un abonnement, ça met de bonne humeur. On a commencé par un match qui était beaucoup moins sexuel qu'il a l'air là. Dexter Lumis contre Johnny Gargano avec The Way autour du ring, donc la faction de Johnny Gargano. En fait, j'ai bien aimé, et vous allez voir, à chaque fois ça va être j'ai bien aimé, mais, et presque tous les segments. Là, en l'occurrence, j'ai pas aimé le match, j'ai trouvé que le match manquait de jus, j'ai trouvé que le match n'était pas intéressant. Et surtout, après avoir vu Johnny Gargano contre Kushida à TakeOver, où Johnny Gargano était vraiment un tueur, là, le voir retourner dans son rôle dans son rôle semi-comique, en fait, il a le même problème que The Miz. Il joue deux personnages en même temps. Et du coup, les deux personnages, à un moment donné, ils rentrent en collision et ça marche plus. Et j'ai eu ce problème-là avec Johnny Gargano dans cet épisode-là. Par contre, j'ai adoré tout ce qu'il y avait autour du match. C'est-à-dire que avant le match, The Way font un cri de ralliement. Leur cri de ralliement, c'est « That's the way, we like it !» Ils sont tellement nuls. Je les adore. Ils sont super drôles. Avant le match, Austin Theory, qui a été kidnappé par Dexter Lumis la semaine dernière ou la semaine d'avant, était tout décontenancé pendant l'entrée. Il savait plus où est-ce qu'il fallait se placer. À un moment donné, il doit taper très lentement dans la main de Johnny Gargano comme ça pour montrer à quel point ils sont synchronisés au niveau de l'esprit. Et Austin Theory lève la main du mauvais côté. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup sourire. J'ai beaucoup aimé. À la fin du match, Johnny Gargano demande à Austin Theory de lui passer une chaise. Enfin, il demande à Candice LeRae de distraire l'arbitre et demande à Austin Theory de lui passer une chaise. Mais l'arbitre voit la chaise. Du coup, Gargano change de stratégie. Lui, il va distraire l'arbitre pendant qu'il demande à Austin Theory de frapper Lumis avec une chaise. Et Theory hésite et finalement ne le frappe pas. Et Gargano va pour charger Dexter Lumis. Lumis l'esquive. Gargano fonce dans Austin Theory. Et Lumis profite de la distraction pour porter sa prise de finition et remporter le match. J'ai mis C+ à ce match. Pour moi, on est sur du flan. On est sur bref, voilà, c'est pas quoi, c'est plus. Ça m'a fait rire, mais il y a vraiment que ça, quoi. L'histoire progresse, on va quelque part, mais voilà, il y a pas grand chose. Ensuite, on a William Regal qui va dans le parking pour voir si Santos Escobar est arrivé, parce que la semaine dernière, Santos Escobar devait avoir un match contre Karrion Kross, et il a fui le match en ne se présentant pas au taf. Il a dit j'affronte Karrion Kross quand je veux, et William Regal lui a dit tu l'affrontes quand je veux parce que c'est moi qui décide, et si tu l'affrontes pas la semaine prochaine, je te retire ton titre Cruiserweight. Donc voilà, là il surveille l'arrivée de Santos Escobar. Ensuite on a une vidéo récapitulative de MSK qui sont très contents d'avoir gagné le tournoi pour la Dusty Cup. C'est vraiment une vidéo extrêmement vanilla ouais, on s'est battu pour nos rêves et c'est vraiment bien pour eux, et c'est cool que tous les catcheurs qui ont vécu ça puissent avoir l'opportunité de faire ce genre de vidéo,
en tant que spectateur, c'est pas très intéressant, ça me donne pas très envie de m'intéresser à eux. Wesley explique qu'il s'est battu toute sa vie pour en arriver là, maintenant il est là. Nash Carter explique qu'il s'est intéressé au catch grâce à son père, que son père est mort, mais qu'il fait ça pour lui, que son tatouage sur son torse c'est pour lui. C'est très mignon, mais je trouve pas ça très intéressant. Mais c'est mignon, et c'est vachement bien qu'ils puissent le faire, voilà, tout. C'est juste que ils font ça souvent, quoi. Et du coup, c'est pas très intéressant. Merci beaucoup à Canard Fourbe pour ton Prime. Tu n'es pas si fourbe que ça si tu t'es abonné. C'est que tu es un bon canard. Gentil canard. Ensuite, on a... J'adorais ça. Ensuite, on a Leon Ruff. Leon Ruff s'est fait massacrer par Isaiah Swerve Scott la semaine dernière après leur match. Et là, on est à l'infirmerie. Et il y a Malcolm Bivens qui était caché derrière le bureau que vous voyez là. Et dès que le médecin lui dit bon, c'est bon, Leon Ruff, tu peux catcher cette semaine, t'as Malcolm Bivens qui pop. Ah, intéressant. Parce que Malcolm Bivens est le manager de Tyler Rust et il cherche des catcheurs pour Tyler Rust, mais il cherche des catcheurs qui sont mal en point, mais quand même médicalement aptes à combattre. Et voilà, et du coup, il provoque Leon Ruff en lui disant Tyler Rust, mon poulain, aimerait bien avoir un match ce soir, et j'avais pensé à toi, sauf si bien sûr tu t'es trop fait casser la gueule. Bref, psychologie inversée, et comme d'habitude, ça fonctionne très bien. Ensuite, on a eu... alors, on devait avoir le match Leon Ruff contre Tyler Rust. Le truc, c'est comme vous pouvez le constater sur ces images d'archives, le pied de Isaiah Swerve Scott est entré en collision avec ce qu'on pourrait finalement appeler la tête de Leon Ruff. Et voilà, Scott a décidé qu'il n'avait pas fini ce qu'il avait commencé la semaine dernière. Du coup, il a poursuivi le travail. Donc notamment en continuant de défoncer la gueule de Leon Ruff. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que juste après, quand il commençait à aider Leon Ruff à sortir du bâtiment, Malcolm Bivens et Tyler Rust ont célébré le truc genre il a gagné. J'ai gagné. J'aime beaucoup Tyler Rust et j'aime beaucoup Malcolm Bivens, je le trouve très drôle. Donc c'est un duo qui marche. C'est un duo qui marche. Maintenant, j'ai juste mis C+ à ce truc-là parce que autant j'aime bien les personnages, autant ils racontent pas grand-chose pour l'instant, donc j'attends de voir. J'aime bien où les pions sont placés. J'ai hâte qu'on en fasse quelque chose de ces pions. Ensuite, on a eu une interview qui a eu lieu, enfin une interview, un dialogue finalement qui a eu lieu hier. William Regal propose à Zoey Stark, qui a eu son premier match à NXT la semaine dernière, d'avoir un match contre la championne de NXT, Io Shirai. Pas pour le titre évidemment, mais voilà. Et il a dit, j'ai été impressionné parce que j'ai vu dans ton premier match à NXT la semaine dernière, j'aimerais te proposer un match contre notre championne, pas pour le titre. Donc évidemment elle accepte et c'est très chouette, c'est très très cool, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a le segment qui me réconcilie avec Cameron Grimes, et en même temps j'étais pas fâché avec Cameron Grimes, c'est juste que je trouvais que ça collait pas à son personnage, ou alors j'avais pas compris en quoi ça collait à son personnage. Et là je commence à comprendre. Alors, il y a 2 ou 3 semaines, Cameron Grimes est revenu avec de l'argent plein les poches parce que il a fait de bons placements, il a placé de l'argent sur GameStop, c'est ça, et sur le Dogecoin, et du coup il a gagné plein de fric, et du coup il se noie sous son fric, et ça, voilà. Et tout le monde était là, oh c'est vraiment génial, et moi j'étais, oui, enfin, il est riche, en quoi c'est intéressant, qu'est-ce que ça raconte, quoi. C'est culture pop, culture de l'actualité, voilà, référence à l'actualité si vous voulez. Et là j'ai compris, et là j'ai trouvé ça vraiment très drôle, et ça collait beaucoup mieux à son personnage, parce que je trouvais pas normal qu'un personnage qui soit aussi con que Cameron Grimes fasse des placements qui rapportent autrement que par accident, et là il fait 2 placements, et en plus il décrit les placements sans comprendre pourquoi c'était des bons placements, et bref, je comprenais pas. Et là je comprends, il est devenu riche par accident, complètement par accident, et il regarde une vidéo d'un ancien segment extrêmement connu de Ted DiBiase, le Million Dollar Man. Tout son personnage à Ted DiBiase, c'était qu'il était extrêmement riche et que tout le monde avait un prix, il pouvait acheter n'importe qui, il pouvait acheter n'importe quel titre, il pouvait tout acheter parce qu'il était suffisamment riche pour ça. Du coup c'était un personnage très intéressant pour ça.
Et Cameron Grimes regarde une vidéo donc de ce fameux segment où Ted DiBiase demande à un gamin qui veut devenir basketteur plus tard, il lui dit « Oh, c'est très mignon tout ça, écoute, j'ai sur moi 100 ou 1000 $, je sais plus, en cash, ils sont à toi si tu arrives à faire 10 dribbles avec ce ballon. » Du coup, le gamin prend le ballon, il commence à faire des dribbles, et au 9e, Ted DiBiase donne un coup de pied dans le ballon. « Ah non, si tu peux pas finir le travail, tu ne gagnes pas d'argent. » Immense connard. Voilà, c'était un personnage extrêmement efficace, Ted DiBiase. Et Cameron Grimes se dit « Ah, j'aime bien ce truc-là, je vais essayer de le faire. » Donc du coup, il va voir ce gars-là et lui dit « Vas-y, je te donne 1000 $ si tu arrives à faire 10 dribbles. » Le gars fait 10 dribbles. Et ben non, d'abord le gars dit « Attends, comme dans le segment de Ted DiBiase. Oui, voilà, comme ça, vas-y, je te donne 1000 $ si tu fais 10 dribbles. » Donc le gars fait 10 dribbles. Et Cameron Grimes, il est... Je comprends pas, quoi. Pourquoi t'as réussi? Et le gars lui dit « Non, mais c'est parce que Ted DiBiase shoot dans la balle au 9e dribble. C'est pour ça que ça marche. » Et Cameron Grimes se dit « J'aurais dû regarder la vidéo en entier. » Enfin, voilà, il commence à s'énerver. Et je dis « D'accord, bon, il est con, ça va. Il est toujours con. Ça, ça fonctionne toujours. Ok. » Ensuite, on a eu le fameux match Io Shirai contre Zoey Stark. Là où le match a été vraiment très efficace, c'est que il a établi que Zoey Stark et Io Shirai étaient à peu près au même niveau. En termes de dégâts infligés, en termes de remporter presque le match, mais d'échapper à la défaite au dernier moment, elles avaient à peu près elles étaient à peu près au même niveau pendant le match. C'est-à-dire que c'était pas Io Shirai qui est plus forte que Zoey Stark, mais Zoey Stark est vaillante et elle continue de se battre. C'était, elles étaient toutes les deux aussi vaillantes et elles étaient toutes les deux aussi fortes. Le match, t'avais vraiment l'impression que le match aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Et ça, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Et puis, vous voyez, je sais plus quand je vous parlais du fait qu'un catcheur peut gagner davantage en perdant un match. Et bien là, Zoey Stark a tout gagné. Io Shirai avait rien à prouver à battre Zoey Stark. Zoey Stark a tout prouvé en étant au niveau de Io Shirai. J'ai mis un B à ce match-là. Il a été un peu court, mais il a été extrêmement efficace. Elle se serre la main après le match, ce qui est tout à fait sportif de leur part. Et après le match, Toni Storm arrive et dit que Io Shirai a peur de l'affronter, et que c'est pour ça que dans leur match triple menace au dernier takeover, elle a fait le tomber sur Mercedes Martinez, qui était la 3e personne dans ce match-là. Et Toni Storm la met au défi d'officialiser un match contre elle, et Io Shirai accepte le défi. On aura Toni Storm contre Io Shirai dans 2 semaines. C'est chouette. Ça retire un peu de la lumière qui était mise sur Zoey Stark. Pour moi, c'était vraiment le segment de Zoey Stark. Et j'aurais préféré que Toni Storm défie Zoey Stark, par exemple, que j'aurais préféré un truc comme ça. Pour moi, c'était mauvais timing. Mauvais timing. Donc j'ai mis B au match, j'ai mis C au segment d'après. Je crois qu'en tout, j'ai mis B- à tout le segment. Ensuite, j'ai adoré ce segment. Ensuite, on a eu... Alors, Gargano ne comprend pas pourquoi Austin Theory n'a pas attaqué Dexter Lumis. Il lui dit, c'était pourtant simple, t'avais la chaise, il suffisait de taper. Et Austin Theory, qui a été kidnappé donc par Dexter Lumis, dit, non mais je me demande si c'était bien nécessaire, parce que finalement, ce gars-là, il est juste incompris. Et Gargano commence à s'énerver. Incompris? Mais il t'a kidnappé! Et c'est même pas la première fois qu'il fait ça, il a kidnappé plusieurs personnes, c'est un psychopathe, il est pas incompris. Est-ce que c'est moi qui suis fou? Candice, qu'est-ce que t'en dis? Et Candice LeRae, le second, dit écoute, il devrait être en prison, d'accord? Dexter Lumis devrait être en prison. J'aime beaucoup le fait qu'il joue complètement au papa et à la maman avec les 2 enfants, leur rôle leur vaut super bien. Voilà, donc Johnny c'est le papa The Way, Candice maman The Way, et Indy et Austin Theory sont les enfants en début d'adolescence. Et du coup, Johnny demande à Indy Hartwell, bon, Indy, est-ce que tu peux expliquer à Austin Theory, à Austin s'il te plaît? Et Indy fait, je sais pas, moi je le trouve plutôt sexy, en parlant de Dexter Lumis. Candice LeRae qui fait, what the f... T'as Johnny qui lui met une main sur la bouche. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout fonctionne très bien, j'adore leur dynamique, j'adore. C'est vraiment dommage que ce soit pas fluide le passage. Le passage de Johnny Gargano très sérieux à Johnny Gargano... En fait, le passage Johnny Gargano comique à Johnny Gargano sérieux, c'est passé vraiment très bien, j'ai trouvé.
Dans l'autre sens, ça passe beaucoup plus mal parce que tu te dis, Johnny Gargano devrait pas être en train de faire des sketchs comiques, il devrait être en train de péter des culs quelque part. Mais ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons, ça fonctionne vraiment très très bien. Et donc Johnny Gargano dit que Austin Theory ira en psychothérapie puisque c'est comme ça. Et tu ne discutes pas, jeune homme. Ensuite, j'adore. J'ai mis C+ à ce segment-là. Ensuite, Cameron Grimes, il a un rire de mini-cum, Cameron Grimes. Il rigole en sautillant sur place, il fait comme ça. Bref. Cameron Grimes a compris le concept de la vidéo, du coup il va voir des catcheurs qui sont, des nouvelles recrues du Performance Center qui sont assis sur le trottoir et il leur dit « J'ai 1000 $ pour vous si vous arrivez à faire 10 dribbles. Pas toi parce que t'as l'air con, pas toi non plus, tiens toi jeune femme ». La jeune femme se lève et elle fait une tête de plus que Cameron Grimes parce que, alors elle s'appelle Ankil Howard, je ne la connais pas, c'est une nouvelle recrue au Performance Center de la WWE et c'est une ancienne basketteuse. Sauf que ça, évidemment, Cameron Grimes ne le sait pas. Donc, elle commence à faire ses dribbles. Cameron Grimes qui arme son pied au deuxième dribble. C'est ridicule. Il essaye de shooter dans la balle au 7e dribble, mais elle fait passer la balle entre ses jambes. Enfin, voilà, elle fait des trucs de basketteur. Et donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Et elle aussi fait remarquer quand Cameron Grimes la met au défi, elle dit ah oui, comme dans la vidéo de Ted DiBiase. Et là, Cameron Grimes commence à s'énerver très très fort et à dire Ted DiBiase, je suis pas plus con que toi. Bref, il en fait trop. J'adore Cameron Grimes. C'est pour ça que j'étais frustré, c'est parce que je comprenais pas si son personnage va changer ou quoi. Il a pas changé, c'est toujours un sale con. Sauf que maintenant c'est un sale con extrêmement riche. Et parlant de ça, un autre segment que j'ai vraiment adoré dans une storyline que j'adore, mais d'une force. Xi Ali, donc ça devrait se prononcer Xi Ali, j'ai continué de dire Xi Ali et arrêter de dire que je devrais dire Xi Ali. Xi Ali affronte Kacy Catanzaro parce que Xi Ali est passé du côté obscur de la force en rejoignant la faction Tian Sha sous l'influence de Mei Ying, c'est ça. Le personnage de Mei Ying est génial, elle est juste assise dans un fauteuil, elle regarde le match et puis des fois elle fait ça pour dire maintenant tu tues cette personne, je trouve ça cool. Donc Kacy Catanzaro s'en fait pour Xi Ali parce qu'elle est devenue méchante sous l'influence de Mei Ying. Et du coup, je sais plus comment je sais plus comment elles en sont arrivées à avoir un match, mais voilà. Xi Ali veut. Si Mei Ying a demandé à ce que Xi Ali attaque Kacy Catanzaro. Et c'est ce que nous avons vu là. Donc le match a été relativement bien. Pour une fois, Xi Ali a de la concurrence en face, c'est-à-dire que Xi Ali a massacré 2 jobbeuses pour l'instant. Donc là, depuis son changement de personnage, depuis qu'elle a rejoint la faction Tian Sha. Et au milieu du match, elle jette Kacy Catanzaro dans le grillage à l'extérieur du ring. Et alors que Kacy est en train d'essayer de se rattraper, elle pose une jambe sur l'escalier. Et Xi Ali, lui, pète le genou. Vous voyez la jambe là? Et ben elle fait crac comme ça, comme quand tu essayes de casser une branche. Enfin, il y a peut-être des citadins parmi vous qui voient pas comment. Enfin, mais voilà, et il pose une branche enfin, comme elle cassait le genou. Moi j'aurais mis un effet sonore carrément. J'aurais fait un clac, un truc. Bref, Kacy Catanzaro a super bien vendu cette prise là. Elle a plus jamais essayé de plier la jambe. Xi Ali l'a attrapé par les cheveux, l'a tiré dans le ring. Sur son cul, c'est-à-dire que Kacy Catanzaro pouvait pas se lever, mais l'arbitre va voir Kacy Catanzaro pour voir ce qu'il en est et constate que sa jambe est pétée et que pour de faux, hein, évidemment à chaque fois si je dis pas pour de vrai c'est que c'est pour de faux. Constate que sa jambe est pétée et donc sonne la fin du match et Xi Ali a remporté le match par décision de l'arbitre. Il y a peu de victoires que je trouve aussi écrasante et aussi intéressante du point de vue du scénario que la victoire par chaos technique, la victoire par décision de l'arbitre. C'est un de mes trucs préférés. Il faut pas que ça arrive trop souvent, parce qu'il faut que ça soit spécial. Et là, c'était spécial, j'ai mis B+ au match. Et après le match, Kaiden Carter, la partenaire par équipe de Kacy Catanzaro, va essayer de s'en prendre à Mei Ying. Je vais vous remettre les noms. Kaiden Carter va essayer de s'en prendre à Mei Ying, qui est toujours assise dans son fauteuil en haut de la rampe.
Boa l'empêche de passer. Et pendant que Kaden Carter est loin, Xiali en profite pour mettre ce qu'on peut appeler un bon coup de pied dans la mouille de Casey Catanzaro pour faire bonne mesure, pendant que les arbitres étaient en train d'essayer de la relever. B+. B+ à tout ça. Quel plaisir! Quel plaisir! William Regal va voir si Santos Escobar n'arrive toujours pas sur le parking. Il n'arrive toujours pas. Nous pouvons voir un Finn Balor sauvage derrière William Regal. Et voilà. Ensuite, je ne l'ai pas mise, mais on a une vidéo qui, pour nous rappeler que la semaine prochaine, il y a un match pour les titres par équipe féminin entre Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Shayna Baszler, bien sûr, et Nia Jax, les actuelles championnes. Comment ai-je pu oublier je vais pas développer. Excusez-moi, je réfléchis si j'ai quelque chose à dire. Non, j'ai juste très hâte de voir ce match et j'espère que les ceintures par équipe féminine vont arriver à NXT. Je me demande si c'est faisable. Parce que Shayna Baszler et Nia Jax doivent encore affronter Lana et Naomi. Mais elles peuvent faire ça à Raw. C'est faisable. Les ceintures par équipe féminine peuvent être sauvées. Ce serait chouette. Ce serait très très chouette. Si vous êtes abonné, vous avez une emote perso, très très chouette. Donc ensuite nous avons Cameron Grimes qui va sur le parking de NXT et qui demande à un gars: je te donne 1000 balles si t'arrives à faire 10 putains de dribbles. C'est quand même pas compliqué. Enfin voilà, là il en peut plus, il en a marre. Le gars lui répond comme dans la vidéo de Ted DiBiase: oui, comme dans la vidéo de Ted DiBiase. Et le gars fait un dribble et Cameron Grimes lui met un pas dans la ouais, c'est une façon de faire marcher le truc. Et après il dit: de toute façon Ted DiBiase, je t'emmerde. Et puis il jette ses 1000 $ à côté du gars. Enfin, voilà, il a rien compris parce qu'il est complètement débile. Et ce jeu, voilà, moi je trouve ça très drôle. Voilà, là ça fonctionne. Là ça fonctionne. Ensuite, on a un match Drake Maverick et Killian Dane contre les Grizzled Young Veterans. Voilà, pas beaucoup de suspense. Killian Dane a quelques spots un peu sympas, notamment celui-ci où il jette Drake Maverick dans leurs adversaires. Un autre spot où je sais plus lequel des deux Grizzled Young Veterans lui saute sur le dos et Killian arrive à rester debout et l'autre lui saute devant et Killian reste debout aussi et il jette celui qu'il a devant comme ça en faisant du coup un Samoan Drop aussi sur celui qu'il avait sur le dos. Bref, Killian Dane a un peu brillé dans ce match-là, mais évidemment, les Grizzled Young Veterans ont gagné. Je dis évidemment parce que ils sont... c'est eux qui ont une storyline en ce moment, c'est eux qui sont en rivalité contre MSK, puisque comme je disais, je vous l'ai dit, je suis même pas sûr de vous l'avoir dit, que les Grizzled Young Veterans avaient agressé MSK plus tôt dans la soirée. Je vous l'ai peut-être pas dit. C'est arrivé. Les Grizzled Young Veterans, qui sont donc de très mauvais perdants, puisqu'ils sont arrivés en finale du tournoi pour la Dusty Cup. Ils ont agressé MSK pendant une interview qui devait donner. Et là, on a appris que Wesley, je crois, de MSK, s'était cassé la main dans cette altercation. Voilà. Ensuite, Legado del Fantasma, la faction de Santos Escobar, que William Regal était parti voir s'il arrivait plusieurs fois dans la soirée. Ils ont fini par arriver dans leur gros SUV. Ils arrivent, mais avant qu'on commence le match Santos Escobar contre Karrion Kross, nous avons un petit segment très court et très subtil que j'ai beaucoup adoré. Killian Dane amène Drake Maverick sur son dos à l'infirmerie. Et en chemin, il croise Imperium, donc la faction européenne là, qui va pas tarder à arriver au grand complet à NXT. Et Alexander Wolf va voir Killian Dane. Ils faisaient tous les deux parties de la même faction avant, la faction Sanity, qui a été dissoute il y a 2 ans. Donc Alexander Wolf fait partie d'Imperium et Killian Dane, maintenant il est en équipe avec Drake Maverick. Et Alexander Wolf va voir Killian Dane et lui demande: "Was ist das?" Qu'est-ce que c'est en anglais? En anglais, en allemand. Et il lui dit que avant c'était un monstre. Globalement, il lui dit qu'il le reconnaît plus. J'aime bien la subtilité de ce segment. J'avais beaucoup aimé. Et enfin, nous avons eu le dernier match de la soirée, mais pas le dernier segment. Karrion Kross contre Santos Escobar. On entend la musique d'intro de Karrion Kross dans le ring, mais Kross agresse
Legado del Fantasma qui sont devant le SUV pendant que Santos Escobar est à l'intérieur du SUV. Il leur défonce la gueule. Attendez, je vais juste voir les images que j'ai là, histoire de pouvoir illustrer ce que je dis. Ouais, non, j'ai pas d'image de Santos, j'ai pas d'image de Karrion Kross en train de massacrer Legado del Fantasma. Par contre, j'ai une image du camion. Le camion, c'est important. Pourquoi c'est important le camion? Santos Escobar monte dans le camion, Karrion Kross essaie de le choper et Escobar ferme le camion sur Kross. Ça a dû être pénible. Ensuite, Santos Escobar est allé se planquer à l'intérieur de la cabine conducteur du camion. Karrion Kross a arraché le rétro du camion, a essayé de le jeter sur la porte. Ensuite, il a trouvé une pioche et il a commencé à piocher dans la porte du camion. Bon, Karrion Kross était une bien vilaine saucisse dans ce match-là. Mais les Legado del Fantasma ont commencé à revenir dans le match et du coup ils ont commencé à attaquer à 3 Karrion Kross. Ils sont revenus dans l'enceinte du ring parce que c'est un match sans disqualification mais pas Falls Count Anywhere, c'est-à-dire que pour remporter le match il faut être dans le ring. Donc ils sont revenus dans les abords du ring. Santos Escobar se dirige seul vers le ring pendant que les deux autres membres de Legado del Fantasma essayent de frapper Karrion Kross. Le problème c'est que Karrion Kross revient et finit par jeter les deux autres membres, donc Joaquin Wilde et Raúl Mendoza. Il les jette à travers le plexiglas qui protège le public de l'intérieur du ring. Ils vont être beaucoup moins protégés du coup. Voilà, j'ai adoré ce spot avec Santos Escobar qui regarde en disant ah, ok, je suis peut-être un peu dans la merde. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est qu'ils ont construit le match. Santos Escobar était le heel et Karrion Kross le face dans le match. Escobar était beaucoup plus sadique, beaucoup plus agressif, beaucoup moins loyal. C'est lui qui trichait pour essayer de gagner, enfin tricher. Il n'y a pas de règle, donc techniquement c'est pas de la triche, mais c'est lui qui utilisait des raccourcis, si vous voulez, pour essayer de gagner, alors que Karrion Kross devait se battre avec ses propres moyens, quoi. Devait juste être meilleur que ce que Santos Escobar pourrait lui envoyer. Et il a été meilleur au moment où Santos Escobar a essayé de s'en prendre à son épaule, qui s'est blessé pour de vrai dans son match contre Keith Lee au milieu de l'année dernière. Karrion Kross, ça lui a pas plu, il est complètement revenu, il a tué Joaquin Wilde et Raúl Mendoza. Il a essayé d'ailleurs de tuer Santos Escobar avec un coup de chaise sur la tête de Santos Escobar sur les escaliers, genre comme ça. C'est passé à quelques centimètres, mais Escobar a réussi à retirer sa tête très vite avant. Bref, il retourne sur le ring. Avant de retourner sur le ring, il fait un Doomsday Saito sur la table des commentateurs sur Santos Escobar. Il revient sur le ring, il fait un Doomsday Saito dans le ring et il porte sa prise de finition qui est un peu décevante. C'est un coup d'avant-bras dans la nuque. Bah alors, dans la vraie vie, ça ferait très mal, mais c'est pas très spectaculaire. Voilà, peut pas. Je suis pas. Surtout qu'il a une autre prise de finition qui est mieux. Mais bon, voilà, il fait ça et du coup, il remporte le match. J'ai mis un A à ce match-là et je suis pas désolé. J'adore les matchs sans disqualification. C'est mon gros kiff et j'ai trouvé que celui-ci était très efficace et a vraiment mis en avant Karrion Kross de façon très efficace. J'ai dit 2 fois très efficace. Donc je vais remercier très vite Jack Blaze 3107 pour ses 100 bits. Merci beaucoup à toi. Et on va passer à la suite. J'ai pas pris d'image du segment qui a suivi. C'est LA Knight qui a fait une promo sur son téléphone. Il n'a pas parlé de son téléphone, il s'est filmé lui-même avec son téléphone en train de faire une promo. Il dit oh, je sais pas ce qu'il dit, je m'en fous. C'est pour ça que j'ai pas pris d'image, c'est que LA Knight, c'est vraiment le gars. Tu sens que tout son intérêt c'est d'être au micro. Et pourtant, il a fait 3 promos pour l'instant. Ces 3 promos étaient à chier. Là, il faisait une promo pour dire alors, je vais commencer, mais je ne sais pas quand je commence. Enfin, je ne sais pas quand je commence. Moi, je sais quand je commence, mais vous n'avez pas à savoir quand je commence. Si je veux, je commence la semaine prochaine. Si je veux, je commence dans 3 mois. Eh ben, dans 3 mois, j'en ai rien à foutre. Tu me diras quand tu seras intéressant. Et enfin, nous avons eu le main event. Adam Cole arrive sur le ring et il diffuse des images de la semaine dernière, pas mal, la semaine dernière, où on voit Kyle O'Reilly se faire porter sur une civière à l'extérieur du bâtiment. Adam Cole dit qu'il n'aime pas ce qu'il est devenu avec ces dernières semaines. Au départ, ça l'énervait que Kyle multiplie les matchs pour le titre de NXT et qu'il échoue à chaque fois.
Mais il dit que revoir les images de la semaine dernière, ça le rend malade et qu'il est très déçu de lui-même. Qu'il préférerait avoir cette conversation avec Kyle face à face, mais que c'est impossible et que c'est de sa propre faute. Il s'adresse directement à Kyle à travers la caméra, il lui dit « Tu sais que je déteste reconnaître quand j'ai tort, mais en l'occurrence j'ai tort. J'ai fait une erreur et je me déteste pour ça. » Bref, il dit qu'il est désolé et qu'il fera tout pour faire amende honorable. Il est interrompu par Roderick Strong, donc de l'Undisputed Era. L'Undisputed Era, c'est la faction que Adam Cole a fait exploser en trahissant Kyle O'Reilly. Roderick Strong arrive, il dit que c'est trop tard pour être désolé, qu'il a tout brisé, que l'Undisputed Era était une faction basée sur la confiance, sur l'amour entre frères, qu'il a brisé cette confiance, que cette fraternité n'existe plus, et il rajoute que Kyle va guérir, et que quand il sera guéri, Strong ne garantit pas qu'il pourra protéger Adam Cole de ce qu'il lui fera. Là-dessus, Finn Balor intervient. Évidemment, Finn Balor intervient puisque Adam Cole a fait un super kick sur Finn Balor en même temps. Avant de faire un super kick sur Kyle O'Reilly. Donc Finn Balor intervient, commence à s'en prendre à Adam Cole. Roderick Strong protège Adam Cole. Donc Roderick Strong est toujours dans la fidélité vis-à-vis de Adam Cole. Ça, c'est chouette. Il l'aide. Ils vont tous les deux à l'extérieur du King. Adam Cole porte un super kick sur Finn Balor. Et on n'entend plus parler de Finn Balor jusqu'à la fin du segment. Ils reviennent tous les deux sur le ring. Adam Cole commence à présenter des excuses à Roderick Strong, mais Roderick Strong, dans l'énergie du moment, on lui porte un coup de la corde à linge. Adam Cole a l'air un peu déboussolé. Il continue de s'excuser. Il sait pas ce qu'il peut faire pour s'excuser. Il continue. Il se met à pleurer sur le ring. Il dit: il faut que tu comprennes, c'est de ma faute. Je m'en veux terriblement. J'aimerais que tout redevienne comme avant. Roderick Strong se penche sur lui, le prend dans ses bras, lui dit qu'il est prêt à le pardonner, qu'ils s'aiment, que ce sont des frères et que quand on est des frères, on s'aime et on se pardonne. Et à ce moment-là, évidemment, Roderick Strong se remet debout et Adam Cole lui latte les couilles. C'est dingue, hein, parce que c'est pas mon premier show de catch. Je sais. Au début du segment, je lui disais bon, allez, quand est-ce que tu dis que tu penses pas un mot de ce que tu dis? Je l'ai vu venir. Et pourtant, j'ai quand même été surpris. C'est dingue, hein. C'est dingue. Parce que en fait, ils m'ont tellement fait rentrer dans le truc, j'ai eu envie de croire. Je me suis dit peut-être qu'il dit la vérité, cette espèce de foiré. Mais non. Il a arraché le pendentif de Roderick Strong avec le logo de l'Undisputed Era dessus. Lui a dit qu'il était vraiment trop con. Lui a mis un super kick. Et voilà. Et je suis triste maintenant. Excellent show, je lui ai mis un A-. Enfin, je lui ai mis un A-. Si on fait les moyennes sur mon échelle dynamique que vous avez vu à plusieurs reprises dans ces lives, ça méritait un A-. Un vrai plaisir. En ce moment, NXT est un vrai plaisir à regarder. Plusieurs matchs filler dans la carte, mais globalement, on est sur quelque chose de très solide, j'ai envie de dire. On va passer à Dynamite, si vous le voulez bien, et si vous le voulez pas, qu'est-ce qui va se passer? On va quand même passer à Dynamite. Donc, faut que j'arrête de faire ça, c'est une transition moi qui me fait rire, mais bon, hein, bon, allez. Dynamite s'est ouvert sur un match, mais alors, avant de parler de Dynamite, est-ce que vous avez vu un espèce de schéma dans l'épisode d'NXT qu'on vient de voir, dont je viens de parler? À chaque fois, je dis le match pas trop, mais l'histoire complètement. C'est-à-dire Zoe Stark contre Io Shirai, le match pas trop, mais Zoe Stark hyper mise en avant. Le match Dexter Lumis contre Gargano, le match pas trop, l'histoire complètement, ils me font rire, tout passe super bien. Xia Li contre Catanzaro, le match pas trop, l'histoire à fond, c'est peut-être ce que je préfère à NXT en ce moment. Et à chaque fois c'était ça. Dynamite, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire l'histoire pas trop, le match complètement. Et vous allez voir ce que je veux dire par là. Le Dynamite, ils ont les personnages, mais j'ai l'impression que dès qu'il s'agit de raconter l'histoire, je suis toujours frustré d'une façon ou d'une autre. Et vous pouvez ne pas être d'accord. On ne parle que d'opinion, hein, dans cette émission. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut avoir raison tous les deux, ou tort tous les deux, ou tous avoir raison, quoi, c'est ce que je veux dire. Ça a commencé sur Jon Moxley contre Ryan Nemeth, j'ai pris exactement une note, Moxley gagne.
J'ai mis un C à ce match. Ce qui était intéressant, surtout, c'était la promo d'après. Après le match, Jon Moxley prend un micro et il dit que depuis qu'il a perdu le titre, il savait qu'il serait prêt à faire ce qu'il faut pour le récupérer, à ramper dans les barbelés, à ramper dans les mines antipersonnelles. Il ne savait pas que c'était exactement ce qu'il allait devoir faire, puisque Kenny Omega et Jon Moxley s'affronteront dans un Exploding Barbed Wire Deathmatch à Révolution. Je me suis rendu compte que j'ai pas pris le temps de vous expliquer ce qu'était un Exploding Barbed Wire Deathmatch. C'est un match qui était... Mais globalement, je vous ai pas expliqué parce que moi, Exploding Barbed Wire Deathmatch, ça m'évoque des images que je pirate... Des matchs que je piratais sur... Comment il s'appelait? Il s'appelait Kazam, Kazaa, le logiciel qui permettait de télécharger des torrents et que tu t'infestais ton ordinateur de virus. Donc je téléchargeais des segments au pif, je mettais catch, je mettais WWE, je téléchargeais ce qui arrivait. Et voilà, et j'avais un pote qui me disait oh, faut absolument que tu regardes ça. Et je voyais des catcheurs japonais plonger dans l'eau explose. Je me dis ouais, c'est un peu beaucoup pour moi. Et c'est ça les Exploding Barbed Wire Deathmatch, c'est des matchs où sur les 4 coins il y a du C4, donc des explosifs. Et les cordes du ring sont remplacées par du fil barbelé. C'est spécial. C'est spécial, c'est japonais, c'est les années 90, début des années 90. Donc voilà. Et je pense que Jon Moxley, ça doit être le genre de match qu'il adore. Parce que Jon Moxley vient de la scène hardcore, de la scène indépendante hardcore. Je pense que ça doit être un gros kiff pour lui de faire ce genre de match. Et il dit que, donc du coup, lui, il dit que quand on parle d'Exploding Barbed Wire Deathmatch, ça peut évoquer différents types d'images, ça peut évoquer le dégoût, bref, il évoque plusieurs sentiments que ça peut évoquer. Lui dit que il est totalement accro à cette sensation, il vit pour cette sensation, il peut pas suffisamment ressentir ce qu'il ressent à l'idée de ce genre de match. T'as le public qui est là, ouais, super, moi je dis, ah bah c'est un peu triste quand même, parce que si t'es accro à l'autodestruction au point que tu peux pas t'en passer, c'est... J'espère que tu iras mieux, Moxley. Bref, il dit qu'il ne peut pas résister à l'appel, que même si c'est un piège de Kenny Omega, il faut qu'il fonce dedans, parce que c'est pour ça qu'il vit, c'est pour ça qu'il fait ce métier. Et il dit que si sa carrière doit prendre fin à Révolution, dans un Exploding Barbed Wire Deathmatch, ce serait une fin parfaite. J'ai mis un A à ce segment-là, à cette promo-là, parce qu'il a parfaitement vendu le match avec une gravité incroyable. C'est-à-dire qu'il dit c'est du sérieux. Il n'a pas dit c'est du sérieux, je peux mourir, j'ai peur, mais il a sous-entendu que c'était du sérieux, qu'il pouvait mourir, pas qu'il avait peur, qu'il devait le faire, que c'était en lui, que c'était... Voilà. J'ai trouvé la promo brillante. Ensuite, on a eu une promo de Rey Fenix, enfin une interview de Rey Fenix et Lance Archer. L'interview, pardon, je mets mes photos de Dynamite pour savoir quand est-ce qu'il faut que je passe à l'image suivante. L'intervieweur leur demande oui, comment vous allez vous battre dans le main event pour vous qualifier pour le match à l'échelle Face of the Revolution pour gagner le droit d'affronter Darby Allin pour un match pour le titre TNT. C'est long. Ils vont se battre ce soir pour avoir un match de qualification, pour avoir un match pour le titre. Voilà. Ils vont se battre à 2 pour pouvoir se battre à 6, pour pouvoir se battre à 2. Lance Archer dit que oui, ils ont bien fonctionné en équipe, Lance Archer et Rey Fenix, parce que Lance Archer est génial et que il faut de l'acier pour forger de l'acier. Rey Fenix dit en espagnol à l'intervieweur que Lance Archer est le pire partenaire qu'il ait jamais eu. Il commence à se fighter. Bon, voilà, c'est ce que c'est. Ensuite, on a eu petit foreshadowing, petite préparation pour la suite des événements. Les Young Bucks, donc vous voyez Matt Jackson et Nick Jackson, c'est eux les Young Bucks, les actuels champions de AEW, arrivent avec leurs parents, qu'on voit jamais, on les a vus la semaine dernière dans le public. Là ils sont arrivés avec eux dans l'arène, et leur mère a pris une photo avec eux deux avec leur père, enfin voilà. Petit segment de vie un peu sympa. Et ensuite,
Les Varsity Blondes ont affronté la Team Taz et j'ai écrit, c'est tout le problème que j'ai avec AEW, je sais qui va gagner, les Varsity Blondes n'ont pas d'histoire, ils sont personne, ils ne gagneront jamais rien à AEW tant qu'ils n'auront pas signé, tant qu'ils n'auront pas une histoire, tant qu'ils ne devront pas mettre en avant quelqu'un d'autre. J'en ai rien à battre de ce match, je ne suis pas investi, j'ai aucune raison de l'être, Team Taz gagne, c'est... Parce qu'en plus ils font durer ces matchs-là hyper longtemps, et c'est vraiment mon problème avec AEW, c'est que ils font des matchs où tu sais qui va gagner pour faire avancer de façon artificielle des histoires dont il n'y a qu'un seul des deux membres du match qui sont dans l'histoire. C'est-à-dire que Johnny Gargano contre Dexter Lumis, ils sont tous les deux dans l'histoire. Sika Tanzaro contre Xiali, elles sont toutes les deux dans l'histoire. Là, Ricky Starks et Brian Cage contre les Varsity Blondes. Les Varsity Blondes, ils ont rien. La Team Taz, elle a un match contre Sting et Darby Allin à Révolution la semaine prochaine. Donc, aucun intérêt, quoi. Et plus ça dure, plus c'est lent, quoi. Plus c'est... Tu sais qu'ils vont pas gagner, les Varsity Blondes, donc tu peux te dire, oui, mais l'important c'est le voyage, c'est pas l'arrivée. Oui, mais tu peux pas faire partie du voyage si je sais où on va. Je peux pas me dire, ah, les Varsity Blondes ont failli gagner. Et ça fait très souvent ça, à AEW. C'est le gros problème que j'ai avec AEW. À la fin du match, la lumière, je sais même pas si la Team Taz essaye d'agresser les Varsity Blondes, j'ai pas fait gaffe. Mais la lumière s'éteint. Quand elle se rallume, d'abord on voit un film d'arrêt d'essai de Darby Allin, il aime bien faire ça. Des films en noir et blanc, où globalement il y a toujours les mêmes thèmes qui se répètent. C'est-à-dire qu'on voit Darby Allin avec son skateboard, il y a toujours une housse mortuaire, il y a souvent une voiture, et il est souvent question de s'infliger de se faire mal, quoi. Voilà, globalement. C'est les vidéos de Darby Allin d'une façon générale. Et en l'occurrence, il est dans une housse mortuaire qui a attaché à une voiture, Sting est dans la voiture, il conduit la voiture, ils ouvrent la housse mortuaire et là on voit que c'est Darby Allin à l'intérieur. Voilà. La lumière se rallume, on voit Sting qui arrive avec une housse mortuaire. Il ouvre la housse mortuaire, mais dans la housse mortuaire, c'est Hook, un membre de la Team Taz, le fils de Taz qui était au commentaire pour parler du match de son équipe, Brian Cage et Ricky Starks. Ça passe pas tout seul, évidemment, mais avant que la Team Taz n'ait le temps de faire quoi que ce soit, Sting pointe... donc là, c'est Sting avec Hook dans la housse mortuaire. Sting pointe le public et Darby Allin descend vers le ring en tyrolienne. J'ai eu des frissons. Je vous cache pas que j'ai eu des frissons. Pourquoi j'ai eu des frissons? Parce que c'est ce qu'a fait Sting. Voilà, c'est ce qu'a fait Sting quand il a globalement le personnage de Sting. À un moment dans sa carrière, il est rentré. Ah là là, c'est très difficile à résumer facilement. Très mal résumé. À un moment donné dans sa carrière, Sting il a fait la gueule aux gentils, alors qu'il était gentil lui-même, mais les gentils commençaient à penser qu'il était peut-être méchant, et du coup il leur a fait la gueule, et pendant des mois il a arrêté de catcher, il était dans le public à regarder l'action mais sans participer, et un jour il est arrivé dans le ring en tyrolienne. Et évidemment c'est un clin d'œil à ça. Et c'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop cool que Darby Allin fasse ça. Et surtout, j'ai écrit, c'est le shot d'adrénaline dont cette rivalité avait grandement besoin. Sting fait un Stinger Splash, une de ses prises signature, sur Brian Cage. Brian Cage qui lui a fait un powerbomb la semaine dernière, un powerbomb qui avait l'air très douloureux. Surtout que Sting a 61 ans, c'est plus l'âge de se prendre des powerbombs. Bref, Sting a apporté un Stinger Splash sur Brian Cage et lui a apporté un Scorpion Death Drop, sa prise de finition, au milieu du ring. C'était vraiment trop cool. C'était vraiment trop cool. Et enfin, je suis content parce que pour une fois, je mets ce t-shirt là. Je l'ai acheté en même temps que j'ai acheté mon t-shirt Brody Lee et mon t-shirt Shana. Et je l'ai jamais vraiment mis parce que entre le moment où j'ai acheté le t-shirt et le moment où j'ai reçu le t-shirt, ma hype pour Sting avait drastiquement diminué. Et là que je le mets, Sting est vraiment trop cool sur le ring. Eh ben ça fait plaisir. Eh ben ça fait plaisir. Voilà, j'ai beaucoup adoré. Mais oui, j'ai mis un A. J'ai mis un A à ce segment. Il fallait que ça avance et ça avance et voilà, ça m'a rappelé que non seulement Sting est cool, mais le personnage de Sting, qui est en l'occurrence réincarné dans Darby Allin qui intervient en tyrolienne, tout a très bien fonctionné.
On passe à la suite. Tony Schiavone, je sais pas prononcer son nom de famille. Je dis Schiavone, mais ça se prononce probablement pas comme ça. Schiavone. C'est comme ça que Jericho l'appelle. Tony Schiavone parle avec Miro, Kip Sabian et Penelope Ford. Miro dit qu'il en veut à Orange Cassidy d'avoir ruiné le mariage entre Kip Sabian et Penelope Ford, mais qu'il n'en veut pas à Chuck Taylor, que Chuck Taylor c'est le bon gars, c'est juste qu'il se laisse corrompre par Orange Cassidy, qu'il devrait, le laisser tomber et rejoindre Miro afin d'être un homme, afin d'être indépendant en tant que personne. L'interview est interrompue par quelqu'un qui apporte une note à Schiavone et sur la note il y a écrit: est-ce que vous voulez avoir un match contre nous à Révolution? Oui, non, peut-être. Voilà, donc globalement Orange Cassidy et Chuck Taylor défient Miro et Kip Sabian pour un match à Révolution. Pourquoi pas? C'est bien, c'est cette interview. Ensuite, toujours pareil, le match voilà, match aucun intérêt, puis on raconte l'histoire derrière. C'est ça en fait la nuance. C'est pas j'ai pas aimé le match, mais le match raconte une histoire. Comme on a eu à NXT, c'est je m'en foutais du match et l'histoire est arrivée après. En l'occurrence, Jake Hager affronte Brandon Cutler. J'ai écrit Brandon Cutler, c'est un peu mon ricochet à AEW. Je l'aime bien, on le voit jamais. Quand on le voit, il se fait défoncer. Tant pis. Donc Jake Hager tue Brandon Cutler. Ils sont pas du tout au même niveau, ça n'a aucun intérêt. Après le match, Wardlow, Santana et Ortiz, qui font partie de l'Inner Circle avec Jake Hager, arrivent pour tabasser Cutler. Les Young Bucks, que Cutler avait défendu la semaine dernière, les Young Bucks arrivent sur le ring pour sauver Cutler. Matt Jackson prend un micro, il défie MJF et Chris Jericho de venir ici et maintenant. MJF et Chris Jericho, les derniers membres de l'Inner Circle, ont un match pour les titres par équipe des Young Bucks à Révolution la semaine prochaine. On a une image de MJF et Chris Jericho en coulisses, à l'endroit où ils ont pris une photo avec leur père, à l'endroit où leur mère les a pris en photo avec leur père. Et là, tu te dis, oh non, ils ont fait une connerie. Ah, ils ont fait quelque chose de sale, MJF et Chris Jericho. Ils ont fait quelque chose de pas bien. Et effectivement, ils ont agressé le papa de Matt et Nick Jackson. Donc évidemment, les Young Bucks courent en coulisses et essayent de rattraper MJF et Chris Jericho. Chris Jericho et MJF s'enfuient en SUV juste avant qu'ils arrivent. Et le père des Young Bucks est mis dans une ambulance avec Nick Jackson, je crois. Oui, c'est ça, avec Nick Jackson et avec les Good Brothers. Donc je pense que les Young Bucks et les Good Brothers sont potes. Il y a pas de... Je sais pas s'il y a une rivalité ou s'ils sont juste potes et ça se passe pas super, je sais pas. Mais là, en l'occurrence, les Good Brothers, il n'y a pas eu l'ombre d'une trahison dans leur comportement. Le père des Young Bucks s'est fait agresser. Ils étaient là pour les soutenir. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce segment-là, j'ai mis un B+. C'était chouette. Ensuite, j'ai pas pris de photo, je crois. On a une vidéo récapitulative de la pire storyline de l'année à AEW en ce qui me concerne. Cody contre Shaquille O'Neal. Enfin, Cody avec Brandi Rhodes contre Shaquille O'Neal et Jade Cargill. Sauf que Brandi Rhodes est tombée enceinte et qu'ils ont donc envoyé la doublure de Brandi Rhodes. Le truc, c'est que... En plus, Red Velvet, qui effectivement remplace Brandi Rhodes, ressemble beaucoup physiquement à Brandi Rhodes. Ça donne vraiment l'impression qu'ils veulent avoir la plastique du match. Et quand je dis la plastique du match, c'est vraiment ça, parce que Cody Rhodes, bon, est un excellent catcheur, mais est un des présidents de AEW. Enfin, pas président, mais on se comprend quoi. Il fait partie des grands dirigeants de AEW. Shaquille O'Neal n'est évidemment pas catcheur, c'est un basketteur. Jade Cargill, ça va être son premier match. Et Red Velvet, j'aimerais vous dire qu'elle a été vachement mise en avant, mais depuis qu'elle a été annoncée comme le remplacement de Brandi Rhodes, elle a eu précisément 0 match. Ils n'ont jamais contribué, ils n'ont jamais mis 1 minute de leur temps d'émission à dire Red Velvet, elle est bien. Comment tu racontes une histoire aussi mal? Mais c'est vraiment juste histoire d'avoir le match, histoire de dire oh, Shaquille O'Neal va catcher, oh là là. Non seulement j'en ai rien à foutre, mais en plus j'ai hâte que ça soit fini. Et j'espère que Jade Cargill est excellente sur le ring, parce que ils nous l'ont vendu comme le boss final de la division féminine. Ensuite, nous avons le match Isaiah Cassidy contre Hangman Page. Alors, il semblerait que l'équipe The Hybrid 2, TH2,
On rejoint Matt Hardy et Private Party dans cette espèce de conglomérat de connards qui tournent autour du pognon de Matt Hardy. Pourquoi pas. Pendant le match, Matt Hardy essaye de tricher, mais John Silver et Alex Reynolds du Dark Order interviennent pour attirer l'attention de l'arbitre sur ses agissements, et Matt Hardy est banni du ring, ce qui fait que Hangman Page finit par réussir à gagner en rencontrant un Destroyer avec un Dead Eye. Sympa, ça fait du bien de voir Hangman Page catcher, ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ça fait du bien de voir qu'Hangman Page est toujours en bon terme avec le Dark Order. Je suis à peu près sûr qu'il va finir par non seulement rejoindre le Dark Order, mais être le leader du Dark Order au bout de l'histoire. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que j'aime bien cette histoire. J'aime bien cette histoire, mais voilà. Après le match, Matt Hardy dit qu'il va faire souffrir Hangman Page et tout le Dark Order, et il ponctue cette affirmation en jetant Alan Angels, donc un des membres du Dark Order, de l'estrade à travers la table du Timekeeper, qui est aussi la table du médecin. Du coup, c'est très pratique de jeter, de jeter quelqu'un à travers cette table-là, parce que le médecin est sur place. Ça revient à agresser quelqu'un à l'hôpital, c'est sympa. Ça épargne de l'essence. Ensuite, on a, parce qu'on n'amène pas quelqu'un à l'hôpital, bref, Kenny Omega et Don Callis sont en train de fabriquer ce qu'ils appellent la chambre d'extermination de Jon Moxley. Est-ce que c'est un clin d'œil à Elimination Chamber, parce qu'ils appellent ça du coup la Extermination Chamber? Je sais pas, ça peut être une coïncidence. Je sais pas si j'aime bien. Je vois ce qu'ils essayent de faire. Et quelque part, ça fonctionne. Jon Moxley prend vraiment le match mondial, le match pour le titre mondial, très au sérieux. En disant, peut-être que je vais y laisser ma carrière. Si c'est le cas, sachez que ça valait le coup. Enfin voilà, il est en mode, est-ce que je suis sûr de vouloir y aller? Oui, je suis sûr, j'ai pas le choix. Enfin, il est vraiment très sérieux. Kenny Omega, il est avec un masque de forgeron en train de taper sur des trucs. Il est en mode full ville coyote, Kenny Omega. Genre, je vais faire exploser Jon Moxley. Et alors, je comprends pourquoi ils le font. Je comprends la différence d'approche. Le truc, c'est que du coup, ça crée une différence de ton au niveau de l'histoire. Et pas au niveau des personnages. Au niveau des personnages, ça fonctionne très bien, mais ça crée une différence de ton au niveau de l'histoire aussi. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Franchement, j'ai pas encore ma réponse à cette question. Cette histoire est très sérieuse. Mais cette histoire... Je sais pas. Je suis vraiment partagé. Il reste un segment avant le main event. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure des femmes. Oh, les femmes de AEW. Et le match était très bien en plus, mais ça me gonfle. Ça me gonfle qu'ils mettent pas plus, qu'ils soient pas plus regardants de leur division féminine. Parce que évidemment, donc en ce moment, il y a, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en ce moment il y a un tournoi pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre de championne de AEW. Et il y a une branche américaine et une branche japonaise, sans qu'il y ait la moindre raison pour expliquer qu'il y a une branche japonaise et une branche américaine. Ni pourquoi la moitié des concurrentes dans la branche américaine viennent pas des États-Unis. Et en plus, les 3/4 des matchs ont lieu sur YouTube. Je trouve que c'est un manque de respect, non seulement pour ta division, mais en plus pour ton titre. Ça veut dire que quand tu fais un tournoi pour déterminer l'aspirant numéro 1 à ce titre-là, t'as pas le temps dans ton émission de mettre les matchs, quoi. Tu considères que c'est pas suffisamment important. Et je trouve ça honteux. Bref, je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et donc voilà, Nyla Rose affronte Britt Baker. Je pensais que Britt Baker allait gagner. Enfin, globalement, le match, c'est pour qui aura le privilège de se faire battre par Rio la semaine prochaine. Une des raisons pour lesquelles je suis salé, c'est que parmi les catcheuses du côté américain de la branche, il y a une catcheuse japonaise. Sûre, c'est la première championne de AEW, sûre, elle va finir en finale. Si j'ai tort, je suis prêt à accepter, à revenir sur ce que je dis, à dire ok, non mais ils ont... D'accord. Ils ont préféré... J'y crois pas une seconde. Bref. Alors que Nyla Rose allait faire un cannonball sur Britt Baker, Tony Schiavone dit oh non, elle va encore la blesser. Et je me dis putain, mais c'est vrai qu'elles sont de l'histoire en plus toutes les deux. Nyla Rose a blessé accidentellement Britt Baker. Ils auraient pu raconter une histoire.
Ils ont choisi de pas raconter d'histoire alors qu'il y avait une histoire qui était là. Moi, j'avais oublié, mais eux, ils savaient qu'il y avait une histoire. Ça m'a gonflé. Bref, le match était vraiment très bien. Les deux catcheuses sont... Britt Baker est meilleure que Nyla Rose en termes de catch, strictement catch, quoi, si vous voulez. Mais le match était vraiment très bon. Elles ont une bonne alchimie toutes les deux. À la fin du match, Nyla Rose a réussi à porter une Beast Bomb, sa prise de finition, sur Britt Baker. Mais elles étaient toutes les deux complètement épuisées, c'est-à-dire que Nyla Rose, ça lui a demandé de l'énergie, ça lui a demandé un effort de juste se pencher pour couvrir Britt Baker, et Britt Baker s'en est sortie. J'ai adoré ce spot, et à la fin, Nyla Rose a réussi à contrer un super kick avec une autre, avec une autre Beast Bomb pour remporter le match et pour du coup aller en demi-finale côté américain voilà, du tournoi. Il y a eu un autre truc que j'ai pas compris. À un moment donné, Britt Baker a enlevé la protection du coin du ring devant les yeux de l'arbitre. Il me semblait que c'était une disqualification. Ça me semblait que tu n'avais pas le droit de le faire et que si tu le faisais, il fallait que ce soit dans le dos de l'arbitre. Et à un autre moment dans le match, Nyla Rose a pris la protection du ring, du coin du ring qui était du coup par terre, et l'arbitre lui a pris des mains en disant « Ah non, dis donc, pas de ça chez nous, hein !» Alors qu'il l'a vu la ramasser par terre. J'ai pas compris ce qui s'est passé à ce niveau-là. Bref, le match était vraiment très très bon. C'était un A, quoi. En termes purement ring, en termes purement catch, c'était un A. Il me fallait juste l'histoire, il me fallait la crédibilité, il fallait que ça soit le main event, il fallait que ça soit... il fallait donner leur chance aux femmes de raconter une histoire dans leur show. Mais ils font pas ça. Ils font pas ça à AEW. Et ça me frustre énormément. Après, on a eu une vidéo pour hyper le match FTR et Tully Blanchard, qui est un catcheur à la retraite, qui va reprendre du service la semaine prochaine contre le Jurassic Express de Luchasaurus, Jungle Boy et Marco Stunt. J'ai vraiment très hâte de voir ce match. J'adore 4 des 6 personnes qui catchent la semaine prochaine. Encore que 5 des 6 personnes. Et la dernière, je l'ai jamais vu catcher. Tully Blanchard, je l'ai jamais vu catcher, même quand il était dans la force de l'âge. Mais j'ai hâte de voir ce match parce qu'il y a une bonne énergie. Il y a une bonne histoire, tout simplement. Et enfin, dans le main event, Rey Fénix a affronté Lance Archer pour se qualifier pour le match, donc le match Face of the Revolution, qui aura lieu à Révolution. Je comprends pas pourquoi eux deux ont eu besoin de se qualifier, parce que la semaine dernière, Cody Rhodes a annoncé comme ça que il y aurait 6 personnes dans le match Face of the Revolution, et parmi ces 6 personnes, il y a Scorpio Sky, il y a Penta El Zero Miedo, et il y a lui. Et il y en a 2 autres qui devront se qualifier, et il y en a un, c'est un participant mystère. Pourquoi vous n'avez pas besoin de vous qualifier, monsieur? Bon, bah écoutez, ce genre de petites aberrations, ça me frustre, mais tu sais, c'est le genre de truc auquel je suis un peu habitué à la WWE, et encore, je continue de faire remarquer quand c'est pas logique, la plupart du temps, parce que souvent c'est juste, c'est pas logique, mais c'est comme ça, et tu sais que c'est comme ça. Que AEW, je m'attends à ce qu'il soit... C'est l'alternative, quoi, la WWE, et je m'attends à ce qu'ils fassent pas ces erreurs-là, et je comprends pas. Bref, et il y a aussi pourquoi Lance Archer est dans ce match alors qu'il est en rivalité avec les Good Brothers. Enfin, il était en rivalité avec les Good Brothers jusqu'à la semaine dernière, quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai mis un moment à rentrer dans le match parce que j'étais distrait par ça, quoi, par le fait qu'ils devraient pas. Je comprends pas pourquoi ils ont besoin de se qualifier. Je comprends pas pourquoi Nyla Rose et Britt Baker n'ont pas été le main event. Je comprends pas pourquoi ils mettent Lance Archer dans ce match alors qu'il est en rivalité avec les Good Brothers. Je comprends pas plusieurs choses. Donc au départ, j'ai eu du mal à rentrer dans le match, mais ils ont eu 20 minutes pour construire leur match et ils ont été grandioses, quoi. J'ai mis un A au match. Ils ont été fantastiques. C'est-à-dire que l'histoire du match, c'était Rey Fénix est très rapide, très agile, suicidaire. C'est-à-dire qu'il fera des attaques que tu verras pas venir parce que tu te dis que quelqu'un de son esprit ne le fera pas. Et il use Lance Archer avec sa ténacité, quoi. C'est-à-dire que Lance Archer est frustré et va finir par faire une erreur. Tandis que Lance Archer est plus fort
est plus, voilà, est plus grand, est plus solide, et il use Rey Fenix à force de taper dessus, et toute l'histoire du match, c'était ça. Et ça a très bien fonctionné. À la fin, t'étais vraiment... à la fin, j'étais vraiment... Est-ce que Lance Archer va finir par briser Rey Fenix? I wonder what will break first. Les bonnes références à Dark Knight Rises. Je suis à la page niveau pop culture. Lance Archer... est-ce que Lance Archer va finir par réussir à briser Rey Fenix? Ou est-ce que Rey Fenix va continuer à tenir le temps que Lance Archer fasse l'erreur de trop qui va lui coûter la victoire? Lance Archer a gagné. Lance Archer a gagné avec un blackout de façon parfaitement clean. À la fin du match, il a proposé un fist bump à Rey Fenix qui était en train de baver du sang sur le ring. Et il lui relève la tête comme ça, il lui fait un fist bump. Et t'as Rey Fenix. Ça me fait rire. Donc ils sont en bon terme. C'est chouette. C'est très très chouette. J'ai beaucoup aimé ce match-là. Je lui ai mis un A-, parce que quand même le début du match, j'étais pas dedans, ça m'a distrait, beaucoup de questions sans réponse, etc., etc. Merci à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous samedi pour parler de Dynamite, de SmackDown, de NXT UK et de 205 Live. Et très bonne fin de journée à tous. À la prochaine. Ciao.